Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le podcast des Affranchis, nous recevons Yorick de Montbine, haut fonctionnaire et auteur d'un rapport pour l'Institut Sapiens, Bitcoin, totem ou tabou. Bonjour Yorick, et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors moi, c'est vraiment un plaisir de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, pour être tout à fait transparent avec toi, que j'ai été très enthousiaste par rapport au Bitcoin. Donc cette idée d'une monnaie entièrement décentralisée qui serait complètement affranchie du pouvoir central de l'État, que j'ai trouvé très séduisante. Mais avec ce qui se passe aujourd'hui, et notamment je fais référence au dernier crack en mai dernier, je suis plutôt sceptique sur la capacité finalement du Bitcoin à véritablement s'ériger comme monnaie. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'aborder ce sujet. Mais avant ça, est-ce que tu peux rappeler dans quel contexte a été créé le Bitcoin et quelle est la philosophie qui sous-tend ce projet? Bonjour Guillaume, merci beaucoup de me recevoir et je suis ravi de discuter un peu de ces sujets avec toi, surtout si tu es devenu sceptique, puisque j'ai hâte d'entendre tes arguments et puis de pouvoir partager les miens. Bitcoin, alors on dit toujours que Bitcoin est le résultat de la crise de 2008, mais en fait c'est plus compliqué que ça. Parce que dès les années 90, il y avait beaucoup de tentatives de faire fonctionner une monnaie sur Internet euh, qui ne dépendent pas des États et des banques. Il y a eu vraiment beaucoup de tentatives par tout un courant d'idées et des expérimentations technologiques assez pointues. Et en fait, ces expérimentations ont toutes échoué. Si bien que les partisans de ce type de monnaie avaient fini par renoncer à ce projet qui était devenu un peu utopique. Et puis, un beau jour, un certain Satoshi Nakamoto a publié donc ce white paper qui est devenu légendaire, qui fait 8 pages, euh, et a dit, voilà, moi j'ai une nouvelle idée pour résoudre ce problème sur lequel tout le monde a buté. Et ceux qui sont intéressés par cette idée peuvent m'aider à la mettre en œuvre. Et il faut préciser qu'il avait déjà codé d'ailleurs l'algorithme quand il a lancé cette idée. Et il a dit, moi j'ai cette proposition de protocole, j'ai commencé à le coder et maintenant ceux qui veulent peuvent m'aider à continuer à le développer et à le diffuser. Et alors, il a publié ça en 2008 et il a lancé le fonctionnement concret début 2009. Et donc effectivement, ça coïncidait avec la crise de 2008. Et par ailleurs, il a intégré dans la première transaction une image numérique d'un journal de l'époque qui titrait sur le chancelier de l'échiquier britannique sur le point de renflouer les banques à nouveau. Et donc on a vu là un message de sa part critiquant l'action des banques centrales dans le cadre de la crise financière de l'époque. Et c'est pour ça qu'on a fait un lien en réduisant l'invention de Bitcoin à une réponse à la crise économique. En fait, même s'il n'y avait pas eu cette crise à l'époque, on peut imaginer que Bitcoin aurait quand même été inventé, puisque ça faisait des années et des années qu'un groupe d'experts travaillait dessus. Alors, pourquoi il a voulu créer le Bitcoin? Il l'a dit clairement, hein. Il s'est exprimé, on a ces textes à Satoshi Nakamoto, quelques entités ou quelques personnes que ce soit, on a ces textes puisqu'il s'est exprimé sur les forums, dans des mails, et tout ça a été gardé et publié, et disponible sur Internet. Il avait trois objectifs. Il voulait se passer des tiers de confiance dans le fonctionnement monétaire et financier, parce que les tiers de confiance avaient selon lui trois inconvénients. Un inconvénient technique, un inconvénient philosophique et un inconvénient économique. L'inconvénient technique, c'était que l'existence des tiers de confiance dans les systèmes de paiement empêchait les micro-paiements, parce qu'ils prélèvent des frais de transaction qui rendent économiquement non rentables les micro-paiements. Deuxièmement, un inconvénient philosophique parce que les tiers de confiance prélèvent de l'information sur les utilisateurs au détriment de la vie privée. Et ça devient un problème majeur dans une société où Internet se développe et où la surveillance généralisée se développe. Et troisièmement, un inconvénient économique parce que les banques centrales et le système bancaire sont des tiers de confiance à qui il faut faire confiance pour gérer la monnaie. Or, d'après Nakamoto, l'histoire prouve que ces tiers de confiance trahissent systématiquement la confiance qu'on leur prête et gèrent mal la monnaie et finissent par dégrader la qualité de la monnaie en émettant trop de monnaie.
C'était les trois raisons pour lesquelles il proposait un système monétaire sans tiers de confiance. Ben, très intéressant, en fait, moi, sur la théorie, je suis complètement d'accord, effectivement, en tant que libéral, c'est-à-dire avoir à la fois l'avantage du cash, c'est-à-dire on peut pas tracer en fait les échanges économiques, mais aussi l'avantage du numérique, c'est-à-dire le fait que ce soit complètement dématérialisé et que du coup, bah, ce soit beaucoup plus pratique. Mais en fait, c'est surtout dans la pratique où je suis sceptique, parce que pour moi, la monnaie, donc voilà, conventionnellement, on dit la monnaie, voilà, elle a trois fonctions. C'est un intermédiaire dans les échanges, premièrement, c'est une réserve de valeur et c'est une unité de compte. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le Bitcoin remplit ces trois fonctions-là, ou alors est-ce que c'est plutôt un crypto-actif et quelle est en fait à terme du coup l'ambition du Bitcoin? Et notamment, mon avis sur la question, c'est qu'effectivement, je pense s'il y a énormément, enfin, s'il y a énormément de spéculation sur le Bitcoin, c'est parce que c'est une excellente réserve de valeur. Par contre, en termes d'unité de compte, je ne sais pas si on pourrait avoir un Bitcoin, si on pouvait utiliser le Bitcoin aujourd'hui dans notre action courante au quotidien voilà, pour acheter des biens et services. À cause de ce problème-là, c'est que en fait, le cours est beaucoup trop fluctuant, la monnaie est très volatile. Enfin, pour donner un petit chiffre, il me semble que là, le mois dernier, au mois de mars, la valeur du Bitcoin a culminé à plus de 50 000 euros. Et aujourd'hui, on est à moins de 30 000 euros. Donc, il avait perdu 40% de sa valeur. Est-ce qu'on imagine voilà, voir notre prix de pot de yaourt flamber comme ça Oui, il y a plein, effectivement, c'est un sujet qui est très frappant, hein, cette volatilité. On se dit que finalement, est-ce qu'il va pouvoir atteindre sa fonction de monnaie permettant de remplir ces trois fonctions? Alors, il y a plusieurs choses à répondre. D'abord, la première, c'est si on retournait la question, qu'est-ce qui explique que Bitcoin existe toujours 12 ans après, malgré ses innombrables défauts? Alors, la réponse implicite dans ta question, c'est qu'il existe toujours parce qu'il est une bonne réserve de valeur. Mais pourquoi il est une bonne réserve de valeur? Ça c'est une question qui est parce plus qu'il difficile. y a énormément de Pourquoi c'est une spéculation bonne aussi. réserve de valeur? Oui, mais il y a des tas de choses qui peuvent Alors, servir parce que c'est une monnaie d'objet parce spéculatif. que c'est une monnaie qui essentiellement est déflationniste parce qu'il y a un nombre limité de Bitcoin. C'est vrai ça aussi qu'il faut Oui, mais il y a préciser. des tas de choses qui sont limitées. Moi, je peux créer le Yorick Coin et qui serait encore plus limité que le Bitcoin. D'accord. Et oui, c'est une question qui est complexe, hein. Mon impression, c'est que il existe toujours et il est une bonne réserve de valeur parce qu'il y a un début de consensus ou de quasi-consensus parmi les gens qui sont favorables au Bitcoin sur l'idée selon laquelle Bitcoin n'est pas une monnaie, mais est une monnaie en devenir. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a toutes les caractéristiques lui permettant de devenir éventuellement progressivement une monnaie et lui permettant un jour de remplir ces trois fonctions aristotéliciennes de la monnaie que tu as citées. Sachant qu'il n'y a aucune raison pour que ces trois fonctions soient remplies à tout moment, pour toute personne, à tout endroit. On est bien d'accord qu'il y a il Mhm. y a des gens qui ont envie d'utiliser la monnaie uniquement pour stocker la valeur et d'autres qui ont envie d'utiliser la monnaie uniquement pour faire des échanges. Alors, sur la volatilité, moi je pense qu'on est dans une situation transitoire. Cette volatilité, qu'est-ce qu'il explique? Un fait très simple qui est que le Bitcoin est microscopique par rapport à l'univers financier actuel. Il est microscopique. On est d'accord là-dessus. Mhm. Mhm. Ça veut dire que quelques gros acteurs ont beaucoup d'influence. Si Bill Gates achète pour 10 milliards de dollars de Bitcoin, eh ben, ça a un énorme impact sur le Bitcoin. Mais si Bitcoin continue de se développer, de se diffuser, si de plus en plus de gens l'utilisent, si son cours monte, eh bien, la part relative des grands acteurs finira par diminuer. Les grands acteurs qu'on appelle des whales, c'est ceux qui possèdent Mhm. déjà les Tout à bitcoins, fait. Ok. ou la part relative de Bill Gates, qui n'a peut-être pas encore de bitcoin, mais supposons que bitcoin existe toujours dans 30 ans et que le cours du bitcoin vale à cette époque 500 000 dollars, ou soyons fous, 1 million de dollars. Bill Gates ne pourra plus acheter une énorme quantité de bitcoin, tout simplement parce que le cours du bitcoin sera très très élevé. Il n'aura plus le même poids relatif et le même potentiel déstabilisateur sur le cours du Bitcoin. Et donc, on peut imaginer que la volatilité va diminuer. D'accord. Bah après, il y aura quand même des très grands groupes qui auront un pouvoir enfin, très important par rapport aux individus lambda. Ah oui, oui, Ce- oui, oui, est-ce- absolument. Mais parce- jusqu'à un moment dans l'histoire où leur part restera quand même faible par rapport à la market cap globale de Bitcoin.
Oui. Parce que des grands groupes, il y en a beaucoup. Donc, en fait, on ne sait pas combien de temps peut durer cette situation transitoire. Mais on peut imaginer d'un point de vue théorique qu'on arrivera à un stade où même les plus grands groupes, leur poids relatif sera très faible. Mais ça dépendra du cours du Bitcoin, en fait, Mhm, tout à d'un point fait. de vue Ouais. mathématique, hein. Alors, c'est vrai que aussi un autre point, une autre caractéristique de la monnaie, c'est qu'en fait, il y a des effets de réseau. C'est-à-dire que plus il y a de personnes qui utilisent cette monnaie, bah, plus elle est utile. Parce que justement, ça, c'est là, ça renvoie à la fonction d'intermédiaire dans les échanges. Et c'est aussi une des limites du Bitcoin aujourd'hui. C'est parce que c'est encore qu'une monnaie en devenir, comme tu le dis, c'est que moi, voilà, si j'ai des Bitcoins aujourd'hui, c'est très compliqué en fait de m'en servir vraiment en tant que monnaie, parce que si je sors dans la rue, je vais avoir beaucoup de mal à trouver voilà, un commerçant qui accepte mes bitcoins. Et donc, c'est vraiment un vrai frein. Et comment, selon toi, comment est-ce que ça va évoluer et qu'est-ce qui pourrait permettre justement au bitcoin de se développer et d'être voilà, adopté par plus de commerçants et par plus de citoyens? Je pense que quand on réfléchit à ces deux choses, il faut vraiment, à ces éléments, il faut vraiment prendre en compte deux choses, deux aspects temporels. Euh, l'histoire de la monnaie, c'est vraiment de l'histoire très longue. Les évolutions se font sur de très très longues périodes. Quand on regarde l'histoire de la monnaie, hein, qui est une histoire multimillénaire, qui est Mhm. aussi ancienne Tout à que fait. l'histoire humaine. Euh, et 12 ans, en fait, c'est ridicule, c'est tout petit. C'est un battement de paupières dans l'histoire de la monnaie, 12 ans. Donc, je pense que on est tous tentés de tirer des conclusions de ce qu'on voit aujourd'hui, mais il faut garder à l'esprit que c'est encore très tôt. On est encore à la préhistoire de Bitcoin. Quand on regarde le nombre de détenteurs de Bitcoin dans le monde, en fait, c'est vraiment microscopique. Et puis la deuxième chose, c'est que, mais c'est lié, il faut faire attention à ne pas regarder la situation telle qu'elle est, mais telle qu'elle évolue. Pas la situation à l'instant T, pas la photographie de la situation, mais l'évolution. Et l'évolution, c'est que ça progresse. Il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent. Et donc, effectivement, pour l'instant, personne n'a tellement intérêt à dépenser ses bitcoins, puisqu'on est dans cette situation transitoire où on est toujours en recherche d'un prix d'équilibre. Personne ne sait quel est le prix d'équilibre du marché, du Bitcoin, quel est le prix de marché stable de long terme. Donc personne n'a intérêt à dépenser ses Bitcoins pour des achats. On a plutôt intérêt soit à les garder pour de l'épargne de long terme, soit à faire du trading pour empocher des petits gains, pour profiter de la Mhm. volatilité. Mais si la tendance actuelle se poursuit, de plus en plus de gens vont l'utiliser. Il va servir de valeur refuge de plus en plus, comme c'est le cas. Or, le système des monnaies fiat va droit dans le mur et il finira par s'écrouler, que ce soit dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans. Il est quand même très probable qu'ils finissent par s'écrouler. La plupart des systèmes monétaires finissent par s'écrouler quand la monnaie est émise sans limite. Et celui-ci, et c'est vraiment sa particularité majeure. Donc, de plus en plus de gens vont sans doute utiliser Bitcoin s'il n'y a pas de bug majeur. Et on arrivera peut-être à un stade où les commerçants feront tout pour être payés en Bitcoin plutôt qu'en monnaie fiat. Ils te supplieront de les payer en Bitcoin plutôt qu'en monnaie fiat. Et tu n'auras plus aucun problème à trouver des commerçants qui acceptent les Bitcoins. C'est le scénario, en fait, hypothétique sur lequel se fondent les gens qui croient au futur du Bitcoin. Et il n'y a pas de raison, a priori, de douter que ce scénario puisse se mettre en place, en fait, hein. Bah, Pas plus que d'imaginer qu'il va forcément survenir. après, ça repose quand même sur une hypothèse forte qui est l'effondrement du système monétaire actuel. Parce que aujourd'hui, tu disais, ce qui est très intéressant, c'est effectivement comment expliquer que le Bitcoin existe toujours aujourd'hui après 12 ans. C'est parce qu'il y a une communauté qui est voilà, convaincue de son utilité, de son intérêt. Mais moi, justement, j'ai l'impression que c'est un peu le problème, c'est que ça reste une communauté qui est très marginale, enfin, qui est avant tout motivée par l'idéologie, alors pas au sens péjoratif du terme, mais voilà, par l'idée qu'incarne en fait le Bitcoin. Mais ça, c'est un groupe très limité de personnes qui s'intéressent à ces questions, voilà, qui a une idéologie politique très définie. Si on veut que de plus en plus de gens se mettent à utiliser le Bitcoin, il faut vraiment que ça marche sur l'aspect purement pratique, parce que enfin, la plupart des gens, dont moi d'ailleurs, on va pas faire notre choix
en fonction de, voilà, est-ce que c'est une monnaie étatique ou pas, est-ce que c'est complètement décentralisé, indépendant du pouvoir central. Non, on va plutôt se dire, oui, moi je veux que, voilà, que ce soit une bonne réserve de valeur. Si ça peut être déflationniste dans le sens où je ne perds pas une partie de mon capital et à chaque fois que le temps s'écoule, c'est encore mieux. Et surtout, voilà, est-ce que je peux être assuré que ce que j'ai aujourd'hui, ça va pas complètement s'écrouler demain? Or, bah, aujourd'hui, investir dans les bitcoins, c'est encore très incertain. Et c'est vrai que, enfin, même, en fait, le truc, c'est que même si je pense, même s'il y avait vraiment une grave crise financière, une grave crise du système monétaire actuel, est-ce que ça voudrait dire que le Bitcoin, en fait, serait prêt à s'imposer comme l'alternative? Alors, moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce que tu as présenté. D'abord, il y a des millions de personnes aujourd'hui qui utilisent le Bitcoin sans avoir étudié Hayek, Rothbard et Anserman ou peu. En Argentine, où la monnaie est en chute libre, la monnaie étatique est en chute libre, Mhm. énormément de gens ont adopté Bitcoin sans se demander si c'est une monnaie libertarienne ou non. Parce que tout simplement, pour eux, c'est une question de Oui, mettre à l'abri l'épargne de leur vie. Et donc, ils réfléchissent pas 10 minutes, c'est instantané. C'est le choix, c'est un choix naturel et automatique. Euh, Ensuite, quand tu dis, bon, comment dire, le Bitcoin est promu surtout par quelques idéologues. Alors déjà, c'est une interprétation qui est plus valorisante que l'interprétation consistant à dire que le Bitcoin existe toujours seulement à cause des spéculateurs. Ça, c'est mhm. l'image qu'en a le grand public aujourd'hui. C'est vrai, les promoteurs de Bitcoin sont animés par un idéal et pas seulement par l'obsession du profit. Donc c'est quelque chose qui doit être valorisé en fait. Euh, Ensuite, le système monétaire actuel est en roue libre et les politiques monétaires hyper expansionnistes sont en train de détruire la confiance dans la monnaie, l'euro, le dollar, etc. C'est pour ça que maintenant, il y a des grandes entreprises qui placent leur liquidité en Bitcoin. Quand MicroStrategy achète pour des centaines de millions, même, voire des milliards de dollars de Bitcoin, ou même quand Elon Musk place 1,5 milliard de dollars en Bitcoin, c'est pour protéger ses liquidités contre la dépréciation de la monnaie. Et ça se développe. Il y a maintenant des dizaines d'entreprises dans le monde entier qui font ça. Et la tendance va probablement se poursuivre. Il n'y a pas de raison pour qu'elle s'arrête. Ceux qui ont mis leur argent dans les bitcoins aujourd'hui sont un petit peu verts quand même, parce que, enfin, c'est vrai que t'as pas trop rebondi là-dessus, mais Ah oui, euh, alors c'est vrai, ouais, la chute, alors en fait, les nouveaux entrants sur ce marché sont en général totalement sidérés lorsque survient la première chute du cours. Mais ceux qui sont sur ce marché depuis quelques années voient ça d'un air totalement blasé. Ça arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des chutes, même dans le grand bull run qui a abouti au top de fin 2017 et qui a duré plusieurs mois, il y avait régulièrement des chutes de 30%. Alors la chute actuelle est plus radicale, mais il y a aucune raison de s'inquiéter. Les fondamentaux sont très bons, la technologie continue de se alors, développer, ok. le système fiat s'effondre. Voilà. Alors, deux choses. Ça devient une chose très intéressante, les fondamentaux. Alors ça, c'est peut-être un point sur lequel on va peut-être un petit peu s'étaler, parce que c'est vrai qu'on dit souvent que le Bitcoin, finalement, ne repose sur rien, que ça n'a aucune valeur intrinsèque, du coup, bah, c'est condamné à revenir à sa valeur qui est de zéro. Les gens le présentent comme un instrument purement spéculatif. Et là, tu parlais de fondamentaux. Quels sont les fondamentaux du Bitcoin et qu'est-ce qui fait que bah, il y a une vraie demande, qu'il a une vraie valeur intrinsèque, D'accord. si on peut le dire? Oui, bah, il y a plusieurs choses. D'abord, moi, je ne crois pas tellement en la notion de valeur intrinsèque d'une monnaie. Je Oui, pense que ça oui. ne veut pas dire grand-chose. Je pense que l'école autrichienne, c'est un de ses principaux apports, a bien prouvé qu'en économie, la valeur est subjective et il n'y a pas de valeur intrinsèque des choses. Et c'est vrai aussi pour la monnaie. En revanche, il y a parfois des analyses intéressantes sur la valeur, enfin l'usage non monétaire d'un objet monétaire. Ça, c'est Mhm. intéressant. Quels sont les fondamentaux du Bitcoin? Alors, moi, j'en vois plusieurs, euh, peut-être au moins trois. Il y a le protocole informatique, il y a le dispositif du minage, et puis il y a la communauté des utilisateurs. Mais les deux principaux, c'est sans doute les deux premiers. Avant d'être une monnaie, le Bitcoin, c'est un protocole.
C'est d'ailleurs d'où l'ambiguïté sur Bitcoin avec un grand B qui désigne ce protocole, et Bitcoin avec un petit b qui désigne l'unité numérique et comptable et monétaire. C'est un protocole. Ce protocole, il continue de se développer et de se solidifier, de se renforcer. Aujourd'hui, l'algorithme est beaucoup plus long que celui qui avait été conçu par Nakamoto, et 80 ou 85% des lignes de code sont nouvelles, n'ont plus rien à voir avec ce que Nakamoto avait créé. Il continue de s'améliorer. Il y a des améliorations qui sont implémentées par la communauté avec la méthode des logiciels open source. Il se fortifie avec le temps parce qu'il a été éprouvé, il a été attaqué, contesté, débattu, et il se renforce, il est de plus en plus efficace. Deuxièmement, il y a le minage. Ce protocole, il fait quoi? Il permet un système de transfert de valeur sans intermédiaire hyper sécurisé et programmable. Et cette hypersécurisation vient de la décentralisation des nœuds, ou plus précisément de la distribution du registre comptable sur des milliers, des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers d'ordinateurs, et deuxièmement de la validation, enfin de l'enregistrement des blocs à la suite de la preuve de travail effectuée par les mineurs, qui dépensent cette gigantesque quantité d'énergie qui Oui, est qui est assez critiqué. tant critiquée. Mais elle est critiquée, mais à tort. C'est en fait une condition nécessaire de la sécurisation du réseau. Et c'est ça qui explique en partie pourquoi Bitcoin n'a toujours pas été détrôné par les milliers de crypto-monnaies qui prétendent faire mieux que lui. C'est parce qu'aujourd'hui, l'Argentin qui doit protéger l'épargne de sa vie, s'il a le choix entre acheter des bitcoins et acheter une autre crypto-monnaie, il va acheter celle qui est la plus sécurisée, parce que c'est une question de préservation de l'effort de sa vie. Les Argentins achètent aussi des dollars. On Oui, insiste oui, généralement, il y a à une ce moment-là, dollarisation de l'économie oui, absolument, mais argentine. s'il a besoin de pouvoir bouger ses économies sans risque de fermeture de sa banque, de coupure, de réglementation arbitraire ou d'arbitraire politique, il va acheter des bitcoins plutôt que des dollars. S'il veut faire des virements à l'étranger, acheter des choses à l'étranger, recevoir de l'argent de sa famille à l'étranger, les dollars, c'est beaucoup trop compliqué. Et alors, je parlais de la puissance de calcul qui sécurise ce réseau, elle est en augmentation exponentielle et on peut la mesurer. Aujourd'hui, je n'ai pas regardé ces derniers jours, mais c'était plus de 140, 10 puissance 18 H par seconde. 140 milliards d'opérations par seconde qui sont faites par ces ordinateurs dans le monde entier. C'est absolument inouï, c'est prodigieux, c'est une des réalisations les plus fascinantes du réseau Bitcoin, c'est vraiment une réalisation titanesque. Et le grand public n'est pas au courant de ça, mais c'est une des raisons pour lesquelles Bitcoin existe toujours et se renforce. C'est parce qu'il est de plus en plus sécurisé, il est de plus en plus attaqué d'un point de vue médiatique et politique, mais il est aussi de plus en plus attaqué d'un point de vue informatique. Et plus il est attaqué, plus il se renforce. C'est son caractère antifragile, hein, pour reprendre Mhm. le concept de Taleb. Et donc ça fait partie de ces fondamentaux du Bitcoin qui se renforcent et qui permettent de penser que chaque jour qui passe augmente la probabilité pour que Bitcoin survive et se développe. Ça, c'est l'effet Lindy, pour reprendre un autre concept de Taleb. C'est-à-dire plus son espérance de vie augmente, enfin plus son âge d'existence augmente et plus son espérance de vie augmente. D'accord. Alors, moi, je voulais te demander, tu parlais de politique monétaire tout à l'heure, notamment la politique monétaire est ultra accommodante de la plupart des banques centrales des pays développés. Est-ce que, paradoxalement, le Bitcoin n'en profite pas aussi énormément? Parce qu'en fait, est-ce que le cours du Bitcoin ne reflète pas aussi voilà, ce déversement de liquidité dans l'économie? Alors effectivement, on peut se poser la question. On voit des bulles d'actifs partout. D'ailleurs, quand on nous dit qu'il n'y a pas d'inflation, c'est vraiment c'est une gentille histoire pour les enfants. C'est-à-dire que l'inflation est concentrée. D'abord, elle est présente dans tous les biens et services parce qu'on devrait normalement avoir une baisse des prix, vu la concurrence et le progrès technologique. On ne la voit pas, donc il y a de l'inflation dans des prix dans les biens de consommation. Mais il y a surtout des bulles d'actifs complètement démentes. L'immobilier, les actions, les œuvres d'art contemporains qui ressemblent à rien, et voilà. Et aussi des bulles sur les crypto-monnaies, et peut-être aussi un peu sur le Bitcoin.
Alors, je crois il y a des tentatives d'évaluer ça d'un point de vue mathématique, justement, pour voir dans quelle mesure euh, le Bitcoin profite de l'expansion monétaire. Et moi, j'ai vu passer des calculs qui suggèrent que, en fait, pas tant que ça. Et ça rejoint une remarque de bon sens, qui est de dire que, en fait, parmi les acteurs financiers traditionnels de l'économie, il y en a très très peu qui ont accès au Bitcoin. Très peu en achètent. Très très peu en achètent. Et c'est pour ça qu'il y a tant d'efforts de développer des ETF, par exemple. C'est de permettre aux acteurs de Wall Street de se placer sur Bitcoin sans forcément détenir des Bitcoins. Parce que détenir des Bitcoins, ça reste compliqué. Il n'y a pas encore toutes les réglementations bancaires, comptables, financières en place. Il y a le problème de la custody, comment détenir ces Bitcoins. Alors ça se développe quand même aux États-Unis. Il y a maintenant les banques ont le droit de détenir des Bitcoins pour leurs clients. Et l'Europe est en train de prendre un retard complètement dingue là-dessus. Il faut être conscient de ça. Donc ça se développe aux États-Unis, mais c'est encore très marginal. Et donc, on peut supposer que Bitcoin n'a pas encore beaucoup profité des politiques monétaires expansionnistes. C'est plutôt l'intuition que j'ai, moi, à ce stade. Ok. Une autre question que je me pose, c'est vrai que là, on part du principe que voilà, le Bitcoin va se développer progressivement, que les individus vont progressivement l'adopter, mais il y a une autre variable qu'il faut faire entrer dans l'équation, c'est l'État. Est-ce que l'État va laisser le Bitcoin se développer? Et si, à l'inverse, il cherche voilà, à interférer avec son développement, est-ce qu'il en a les moyens? C'est une des questions clés, effectivement. Alors déjà, il y a un État qui a donné cours légal au Bitcoin, hein, le Salvador. C'est pas du tout évident que ça marche, mais c'est quand même une rupture incroyable. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que cet État, il avait le choix entre criminaliser le Bitcoin ou adopter le Bitcoin. Et il a adopté le Bitcoin, ce qui est absolument incroyable. Moi, si on m'avait dit ça il y a 2 ans, j'aurais jamais cru qu'une évolution aussi rapide soit possible. Et je pense que ça va continuer. Il y a des États qui doivent se préparer à faire ça aussi. Mais évidemment, la plupart des États dont la structure sociopolitique, socio-politico-économique est fondée sur la monnaie fiat et l'endettement sans limite, eux vont voir dans l'émergence du Bitcoin et des crypto-monnaies une menace mortelle, en fait. C'est évident. La question, c'est qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Moi, je pense que c'est trop tard pour eux maintenant pour arrêter Bitcoin. Ils peuvent freiner son essor par des réglementations et des taxes très durement. Ils peuvent même faire chuter son cours très violemment. Mais je ne vois pas un scénario où les États peuvent torpiller et tuer Bitcoin parce que le réseau du Bitcoin est maintenant mondial, hyper distribué, hyper décentralisé, avec une puissance de calcul phénoménale en augmentation exponentielle. Donc, on sait ce que les États devraient faire pour tuer Bitcoin. Il faudrait qu'il y ait une coalition internationale avec la plupart des États influents qui décident d'acheter du matériel informatique qui va coûter des milliards de dollars, qui consentent une dépense d'électricité qui va coûter des centaines de millions de dollars pour un gain de court terme complètement éphémère, qui engendrera immédiatement un fork de la chaîne Bitcoin et la recréation du Bitcoin instantanément en parallèle. Et donc, ce sera un coup d'épée dans l'eau. En fait, ils n'auront fait que prouver la résilience de Bitcoin en essayant de s'attaquer à lui d'un point de vue technique. Et donc, je pense que certains d'entre eux commencent à comprendre ça. Et le coût politique pour eux serait tellement phénoménal que, en toute probabilité, ils ne vont sans doute pas s'engager dans cette voie-là. Ça reste de la spéculation intellectuelle. Hein. Peut-être qu'ils vont essayer. Mais le fait qu'ils n'aient pas encore essayé jusqu'à présent est quand même intéressant. On a vu comment ils ont réussi à émasculer le projet de Facebook. Et en parallèle, Bitcoin a continué de se développer et les États n'ont rien fait pour essayer de l'empêcher de se développer. Parce que probablement, ils commencent à comprendre que c'est trop tard pour eux. Qu'ils Alors, vont devoir maintenant prendre en compte l'existence de Bitcoin. oui, et justement, j'ai l'impression qu'ils évoluent un petit peu dans leur manière d'aborder le sujet parce que là, de plus en plus, les banques centrales commencent à réfléchir justement des monnaies, à créer leur propre monnaie numérique, donc les MNBC, donc les monnaies numériques de banque centrale. Du coup, je pense qu'elle part du principe que voilà, le Bitcoin est là, qu'il va falloir composer avec et que et ben, en fait peut-être la meilleure manière de réagir c'est tout simplement de proposer une monnaie concurrente au Bitcoin, donc qui soit une monnaie numérique mais par contre qui soit gérée par les banques centrales, une espèce d'entre-deux. Toi, quel est ton point de vue par rapport voilà, au, à cette idée-là de MNBC, et est-ce que tu penses que ça pourrait être un concurrent sérieux au Bitcoin et aux autres crypto-monnaies?
Oui, de la même manière qu'un nouveau vélo joli peut être un concurrent sérieux pour une Ferrari. C'est-à-dire que je pense qu'il faut vraiment qu'on se garde de toute naïveté là-dessus. Les monnaies digitales de banque centrale sont des attrape-nigauds qui sont dangereux. Et par technophilie ou par naïveté politique, beaucoup d'entre nous avons tendance à tomber dans le panneau, à gober tout cru les bobards consternants qui sont diffusés par les médias et les banques centrales, qui, au passage, ont des budgets de com illimités. Il faut bien être conscient de ça. Les banques centrales ont des budgets de communication illimités, contrairement à Bitcoin qui n'a pas de budget de communication. Mhm. Les monnaies digitales banque centrale, elles font l'objet de beaucoup de réflexions théoriques, académiques, très complexes, et tout le monde en parle. Les modalités sont encore pas vraiment tranchées parce que ça pose des questions énormes de déstabilisation éventuelle des systèmes bancaires actuels. Il y a différents types de monnaies digitales banque centrale qui sont envisagées, soit des monnaies accessibles seulement aux banques et aux institutions financières, soit des monnaies accessibles au grand public. Mais la tendance dominante, c'est que ces objets-là sont plutôt inquiétants. C'est-à-dire que une fois que ces choses-là seront mises en place, les États auront tous les arguments pour supprimer le cash physique. Et ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de limite aux politiques monétaires expansionnistes et aux manipulations et au tripatouillage de la monnaie par la puissance publique. Puissance publique au sens large, État plus banque centrale. L'indépendance des banques centrales étant en fait de pure façade. Et donc, ça veut dire des relances keynésiennes sans limite, ça veut dire des taux d'intérêt négatifs sans limite, ça veut dire de la monnaie fondante, ça veut dire de la coercition pour obliger les gens à consommer sur tel ou tel secteur, telle ou telle entreprise, telle ou telle cause idéologique, en manipulant leurs avoirs monétaires. Il faut être conscient de ça. C'est ça que ça veut dire la mise en place des monnaies digitales banque centrale. Et ça veut dire une surveillance de la vie privée sans limite. Ça veut dire que la puissance publique a accès à toutes nos données financières, encore plus qu'aujourd'hui. Elle a déjà accès à une grande partie de nos données, mais ensuite, ça veut dire qu'on va être encore plus traçable. Et donc, les libéraux qui tombent dans ce panneau m'inquiètent un peu. Euh, il est temps de se réveiller et de comparer vraiment ce que c'est que Bitcoin et ce que c'est qu'un projet de monnaie digitale de banque centrale. Alors finalement, le Bitcoin repose quand même sur l'idée et sur la conviction qu'on n'a pas besoin de banque centrale. Et ça, même parmi les libéraux, ça reste quand même un sujet qui est controversé. Parce que certes, les banques centrales, dans l'histoire, ont fait énormément de mal, et ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais elles ont pu faire du bien. Notamment la lecture de Milton Friedman de la crise des années 30, c'est que la Fed américaine a fait énormément de mal et que en fait, elle a transformé ce qui était un petit crack en vraiment un effondrement du système, mais que qu'elle aurait pu en fait réagir autrement. C'est-à-dire fournir à l'économie les liquidités quand les crises, les liquidités nécessaires quand il y a des crises de liquidité. Mais c'est vrai que je suis assez sceptique là quant à cette idée qu'on pourrait entièrement se passer de banque centrale parce que le jour où il y a vraiment une vraie crise pour une raison quelconque, on n'aura aucun moyen de réponse pour éviter un effondrement complet du système monétaire et financier, des bank runs et ce genre de choses. Du coup, j'ai du mal à voir comment on traiterait ce problème dans un monde où les échanges monétaires se feraient euh, en grande partie par l'intermédiaire du Bitcoin. Bah oui, c'est vrai que ce raisonnement, il est intéressant, hein. Mais je pense que tout dépend de l'interprétation qu'on a de l'origine de ces crises. Il n'y a jamais eu autant de crises monétaires au XXe siècle que dans le reste de l'humanité, de le reste de l'histoire. Et c'est le siècle où il y a eu le plus de tripatouillage monétaire par les autorités publiques. Et donc, il y a corrélation. Et quelle est la causalité? Sur l'épisode des années 30, par exemple, Friedman répond pas tellement à la cause de la crise de 1929. Mhm. Et il est très critiqué par Rothbard là-dessus, qui l'accuse d'avoir négligé les causes de la crise. Et les causes de la crise, qu'est-ce que c'est? Ce sont les manipulations monétaires par la Banque centrale dans les années 20. C'est des politiques monétaires excessivement expansionnistes qui ont créé des bulles, qui ont complètement déséquilibré, déstructuré
le système financier et monétaire, qui ont abouti à l'effondrement de ce système. Et donc, en général, les banques centrales arrivent comme des sauveurs en disant « Regardez, je vais vous sauver. Sans moi, à cause de la crise épouvantable qui nous frappe, ce serait la fin de la civilisation. » Mais c'est pas satisfaisant. Si ce sont elles qui ont créé ces crises par leur tripatouillage. Mais évidemment, elles vont bien se garder d'expliquer ces phénomènes. Et le système éducatif, et les médias, et les politiciens vont bien se garder de nous faire comprendre ça. Ce n'est pas leur intérêt. Les libéraux sont attentifs à ces phénomènes. Ils savent très bien que la plupart des situations où l'État prétend nous sauver sont en fait le résultat d'interventions étatiques. Et les résultats, en général, sont moins naïfs que les interventionnistes ou les étatistes là-dessus. Et c'est vrai dans le domaine de la monnaie aussi. On s'est très bien passé de banque centrale pendant des siècles et des millénaires. Pendant des millénaires, un des sujets principaux de la monnaie, c'était quelle monnaie utiliser et quel système monétaire utiliser qui ne donne pas à un acteur le pouvoir de créer de la monnaie pour obtenir un avantage immense sur le reste des individus. Et les talons or avaient fini par répondre assez bien à cette question en mettant en place des phénomènes de contrôle automatique et de régulation de l'action des États par le jeu du marché, en fait, c'était ça. Et on avait atteint un équilibre satisfaisant. Il a volé en éclats en 1914, quand les États ont dû financer des dépenses inouïes pour financer la plus grande Mhm. boucherie de l'histoire, qu'ils n'auraient pas pu financer s'ils avaient maintenu l'État dans le mort. Et ensuite, ils ont développé une inflation folle. Et les banques centrales ont tendance aujourd'hui à se donner de nouveaux rôles, par exemple, de lutte contre le changement climatique, ce qui est complètement délirant. Ce n'est pas du tout le rôle d'une banque centrale de lutter contre le changement climatique. L'effet Cantillon, ça a été théorisé il y a plusieurs siècles, et il fonctionne à plein régime en ce moment. Il y a des intérêts catégoriels qui ont intérêt à la poursuite des politiques monétaires expansionnistes au détriment des plus démunis, au détriment de la population. Mais il ne faut pas compter sur les banques centrales pour nous expliquer ça. Ni sur les médias, ni sur le système éducatif, qui est évidemment pas totalement innocent. Mais après, bon, c'est vrai que tu as cité l'exemple de la guerre, 14 Première Guerre mondiale, mais même un exemple plus récent, c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est qu'on n'aurait pas pu se confiner. Imaginons que ça aurait été un virus vraiment beaucoup plus mortel que le Covid et où on aurait été vraiment forcé là de se confiner. On n'aurait pas pu en fait reposer uniquement sur l'épargne qu'on avait accumulée dans le passé, ou alors on aurait absolument, ou alors on aurait mangé toute l'épargne qu'on avait accumulée. Les banques centrales, là, nous ont quand même sauvé la vie, et peut-être qu'à l'avenir, si c'est amené à se reproduire avec un virus voilà, encore plus dangereux, ça pourrait nous sauver la vie. Moi, je ne suis pas tout à fait convaincu de ça. Je vois bien l'argument, hein. Mais là, on a eu une fermeture de l'économie par les États. Euh, on n'a pas été frappé par une météorite. On a été frappé par une fermeture des économies par les États. Et donc, ensuite, effectivement, ils ont beau jeu de se présenter en sauveur pour sauver l'économie qu'ils ont eux-mêmes torpillée. Je ne crois pas qu'on puisse concevoir un système monétaire à partir d'événements Exceptionnel. hypothétiques Mhm. aussi rares, aussi destructeurs et aussi ponctuels que ce genre de catastrophe. Je ne crois pas que ce soit la bonne méthode. Parce que même en dehors des épidémies, je peux effectivement très bien raisonner en me disant, oui, bon, bah, une fois tous les millénaires, on est frappé par une météorite qui peut détruire plusieurs pays entiers. Donc, il faut absolument que l'économie soit socialisée pour ça. Bah non, je ne crois pas que ce soit le raisonnement le plus pertinent. Ça demande des réflexions un petit peu plus complexes. Euh, moi, je pense qu'on on peut avoir l'intuition qu'un marché vraiment libre fournit ces mécanismes d'ajustement. Quels sont-ils? C'est les mécanismes fondés sur les prix libres, sur l'allocation du capital, l'allocation du travail, l'allocation des facteurs de production par les ajustements des prix. Encore faut-il que le marché fonctionne librement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les antilibéraux nous accusent de vivre actuellement dans un capitalisme débridé, mais c'est faux. On vit dans un système de capitalisme de connivence qui est capté par des intérêts catégoriels,
avec des prélèvements obligatoires records dans l'histoire de l'humanité en temps de paix, avec des réglementations tous azimuts dans tous les secteurs d'activité. Il n'y a plus aucun geste le plus anodin qui ne soit encadré, contrôlé, régulé. Et donc, on n'est pas dans un marché libre. Et donc, effectivement, dans un marché aussi dénaturé qu'actuellement, c'est vrai, une catastrophe majeure est difficile à gérer sans que les banques centrales interviennent. Ça, je veux bien le reconnaître. Mais tu vois, si on remonte en arrière, on se retrouve encore dans une situation où la puissance publique a dénaturé le fonctionnement de l'économie et se présente ensuite en sauveur parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et donc, les libéraux ne peuvent pas accepter ces raisonnements-là. Ils ont un rôle de pédagogie et d'alerte du grand public pour mettre en évidence ces phénomènes. Parce que si on n'explique pas ces phénomènes-là, on va vers la socialisation de l'économie par des moyens monétaires ou par des moyens réglementaires. Et les politiques monétaires actuelles nous amènent vers davantage de socialisation. C'est-à-dire qu'on entretient des entreprises zombies, les banques centrales prennent des parts dans des entreprises maintenant, donc elles ont un pouvoir de sélection, elles vont avoir un pouvoir de décision croissant sur l'économie. C'est une situation qui est très préoccupante, qui, si ce n'est les libéraux, vont alerter le grand public, va alerter le grand public là-dessus. Moi, je pose cette question. Alors, moi, la question, pour conclure, en fait, autre la dernière question que je me pose, c'est, et ça, c'est une vraie fonction un peu de théorie économique, c'est est-ce que dans un monde où la monnaie est le Bitcoin, ou dans un monde d'état de manière générale, en tout cas, on ne peut pas créer de monnaie ex nihilo, est-ce que la croissance ne serait pas beaucoup plus faible, tout simplement parce que l'accès au crédit serait beaucoup plus réduit? Donc, c'est vrai que les Autrichiens ont beaucoup insisté sur les cycles économiques, leur théorie des cycles économiques, et le fait que ça a été créé artificiellement, justement, par l'intervention des banques centrales sur les marchés financiers de manière générale dans la sphère monétaire, donc voilà, qui permettait d'avoir une inflation importante de crédit qui se ensuite diffusait sous forme d'inflation et puis qui conduisait après voilà, une sorte de récession. Mais ce que Schumpeter mettait en avant, alors déjà, il y a deux choses. C'est que oui, il y a des hauts, enfin des cycles, des hauts et des bas, mais ça ne veut pas dire que s'il y a une récession, tout ce qui s'est créé pendant ce cycle est perdu. Parce que, en fait, il y a notamment une chose qui n'est pas mesurable, pas forcément mesurable d'un point de vue financier, mais c'est aussi toute l'innovation, toutes les expériences qui ont été menées, et donc toute la connaissance qui a été créée pendant cette période d'expansion faste, même si après une récession et que du coup il y a certains projets qui sont devenus improfitables et que du coup il va y avoir enfin, une crise économique, tous ces projets-là, toutes ces innovations qui ont émergé et qui ont été permises par l'expansion du crédit, en fait, vu que c'est la connaissance, elles vont pas disparaître. Et en fait, Schumpeter, lui, disait que était un. Bon, on va pas débattre est-ce que Schumpeter était un Autrichien ou pas, mais c'est vrai que sur cette question-là, il Bah, la considérait question, que. elle est vite répondue. Hein. C'était pas un Autrichien, au Voilà, bon, sens, au sens du courant économique autrichien. je vais pas je vais pas m'étaler sur ce que sinon je pense qu'on pourrait en débattre pendant des heures, mais voilà ce que Bah je veux dire. oui, Donc Schumpeter, qui est quand même voilà, l'économiste qui a théorisé la destruction créatrice, considérait que le système de crédit était justement essentiel pour, euh, pour stimuler l'innovation et donc finalement la croissance. Et moi, ce que je me demande, c'est effectivement si quel serait le résultat? Est-ce que la croissance de long terme ne serait pas beaucoup plus faible, justement parce qu'on aurait beaucoup moins de moyens, le coût du crédit serait beaucoup plus élevé, il y aurait beaucoup moins d'investissement et on aurait beaucoup moins les moyens d'investir dans l'innovation. alors il y a plusieurs choses à répondre. D'abord, la croissance de long terme, elle est en effondrement dans le monde depuis plusieurs décennies, alors qu'on est dans une situation où il y a le plus de crédits accordés à l'économie. On est en pleine en économie d'endettement généralisée. Donc déjà, ça, c'est un fait quand même assez frappant. Deuxième exemple empirique, avant de passer à la théorie, tout le 19e siècle est un siècle d'expansion économique prodigieux, jamais vu dans l'histoire de l'humanité. C'est la révolution industrielle, avec des tas de phénomènes très négatifs et très douloureux, mais
in fine, une explosion de l'espérance de vie, des masses immenses sortant de la pauvreté et accédant à un niveau de vie digne. Et tout ça sans banque centrale inondant le marché de liquidité. Tout ça sous état noir. L'état noir n'a pas toujours très bien fonctionné, il y a eu des crises et tout, mais c'était l'état noir. Toutes les monnaies nationales n'étaient que des expressions d'un certain poids en or. On était en état noir avec une monnaie mondiale qui était l'or. Donc il y avait sans doute beaucoup moins de crédits qu'aujourd'hui, mais il y en avait quand même. Et il était accordé sur des bases plus saines qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne prêtait qu'à des projets sérieux, contrairement à aujourd'hui. Et puis, il y avait un financement de l'économie qui était différent par le développement du capitalisme, par le développement des bourses, des actions, un financement par l'equity. Et donc, qu'est-ce qui se passerait dans un système de Bitcoin? Eh bien, on reviendrait sans doute à quelque chose de similaire. C'est-à-dire que le prêt resterait possible, mais évidemment, il serait beaucoup moins utilisé. Et il faudrait, pour qu'il soit utilisé, que le cours du Bitcoin se soit un peu stabilisé quand même, parce que évidemment, sinon, c'est ingérable. Et on prêterait à des projets sérieux, contrairement à aujourd'hui. Et les projets sérieux trouveraient des financements, contrairement à aujourd'hui aussi, où des projets sérieux n'arrivent pas à se financer. Aujourd'hui, il faut bien voir qu'on est dans une situation complètement folle, avec du financement de projets absurdes et délirants, et parallèlement des projets intéressants qui ne trouvent pas de financement. Et il y a aussi autre chose, c'est que les crypto-monnaies et la blockchain permettent un nouveau type de financement, les ICO, l'émettons de jetons, qui sont des utility tokens, qui sont une prévente de services qui restent à construire. Donc, ça a été beaucoup testé dans les dernières années avec des excès, de la spéculation, ça s'est effondré, mais le concept, en fait, reste pertinent. Donc, on peut imaginer qu'il va reprendre. Il y a donc une forme de financement de l'innovation qui reste possible à la fois par le crédit, pour faire plaisir à Schumpeter, et par des outils financiers fondés sur des instruments nouveaux, avec de l'expérimentation, de l'innovation financière et technologique. Et c'est très bien comme ça. D'accord. Bon, et écoute, ce sera le mot de la fin. Je remercie encore d'avoir accepté de participer à ce podcast. Merci Super. à toi.